Dans cette vidéo, je te montre comment les unités peuvent sauver un examen durant lequel tu as oublié tes formules. C'est aussi simple que la méthode qu'a utilisée George Taylor pour déterminer à partir de photos de l'explosion atomique Trinity la puissance dégagée par la bombe atomique alors qu'elle n'avait absolument pas été révélée par l'armée américaine. Genius! Si comme moi tu trouves ça dingue, je te l'explique à la fin de la vidéo. Alors voilà la situation, tu es en examen de physique, tu as une question sur les oscillateurs harmoniques, tu sais plus ou moins la formule de la période parce que tu as quand même bossé avant de venir à ton examen, mais tu ne sais plus si la formule de la période d'oscillation d'un pendule élastique c'est T égale 2pi fois racine de m sur k ou fois racine de k sur m. Alors tu prends ta feuille de brouillon, tu sais que dans cette formule intervient k qui est la constante de raideur. La constante de raideur, elle est issue de la loi de Hooke, c'est en fait le rapport entre une force et l'élongation du ressort. C'est donc exprimé en newton par mètre. En gros, ça te dit si le ressort est rigide ou s'il est souple. Si c'est 100 newtons par mètre, eh bien pour l'allonger d'un mètre, tu dois exercer 100 newtons. Si c'est 4 newtons par mètre, eh bien pour l'allonger d'un mètre, il suffirait alors d'appliquer 4 newtons et le ressort est beaucoup plus souple. Donc ça, c'est la constante de raideur exprimée en newtons par mètre. Sauf que là-dedans, il y a des newtons. Alors tu dois te rappeler qu'en fait, en physique, on donne les noms de plein de physiciens à travers nos unités, et il suffit, pour savoir ce qui se cache derrière le nom d'un physicien, de retomber sur une formule simple. Si on te parle de Newton, tu dois d'office connaître la deuxième loi de Newton, F égale ma. Mon prof de méca disait, si t'as oublié ça, t'es fichu, tu ne sais même plus comment tu t'appelles. Et de fait, tu ne peux pas oublier cette formule. F égale ma, si tu regardes ces unités, tu peux dire que tu as une force exprimée en newton qui est égale à une masse exprimée en kilogrammes fois une accélération exprimée en mètres par seconde au carré. Donc ce qu'on a caché dans le newton, pour rendre hommage à Isaac, c'est le kilogramme fois le mètre divisé par la seconde élevée au carré. Et donc la constante de raideur qui est exprimée en newton par mètre correspond à tout ce paquet-ci divisé par des mètres correspond donc à des kilogrammes par seconde au carré. Étape suivante, regarde ta formule, prends celle que tu penses être la bonne, une des deux, de toute façon peu importe. Tu as les radians, je t'expliquais dans la vidéo précédente qu'ils sont là mais ils n'ont pas de dimension, car tu peux l'oublier. Multiplié par la racine d'une masse, exprimée en kilogrammes, divisé par la constante de raideur, dont on vient de voir qu'elle est exprimée en kilogrammes par seconde au carré. Quand on divise par une fraction, si on veut la remonter au numérateur, il suffit de retourner la fraction. Donc je vais prendre le kilogramme et le multiplier par l'inverse de ceci. On voit de suite que les kilogrammes tombent. Il nous reste sous la racine carrée une seconde élevée au carré, et donc on trouve bien une seconde. Donc, cette formule-ci est celle que tu dois choisir pour faire ton examen, et les unités ont sauvé ton examen. Quand tu es en examen de chimie sur la notion de mol, ou bien en examen de physique nucléaire, tu as besoin de savoir si la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles, correspond à la masse sur la masse molaire, ou à l'inverse. Si tu as une hésitation pendant ton examen, reprends un morceau de feuille de brouillon et réfléchis. D'abord, écoute ce que les termes te disent. On te parle dans cette formule d'une masse molaire. Masse molaire, c'est comme dans la vie de tous les jours quand on te dit des lunettes solaires. Ce sont des lunettes pour le soleil. Donc la masse solaire, c'est une masse pour la mole. Donc la masse molaire, c'est le rapport entre la masse exprimée en grammes, parce que oui, tu dois quand même savoir que c'est une formule qui vient de ton cours de chimie, mais ça tu le sais. C'est une masse exprimée en grammes divisée par la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles. Si tu réorganises cette relation-ci pour pouvoir faire un produit en croix de façon plus simple, tu vois de suite que tu peux échanger la place de ces deux grandeurs physiques. Donc, la quantité de matière, N en moles, correspond à la masse sur la masse molaire et pas à l'inverse. Et pour la deuxième fois, tu peux sauver ton examen grâce aux unités. Alors comment Taylor a pu déterminer juste à partir de cette photo la puissance de la bombe atomique? Il faut savoir que l'essai Trinity était organisé en secret, mais que peu de temps après la guerre, l'armée américaine a publié des photos de cet essai. Ce qu'a fait Taylor, qui était quand même un physicien de la mécanique des fluides, il a réfléchi sur le lien entre le rayon des gaz émis par l'explosion et la puissance de l'explosion. Et il s'est dit, ok, concrètement, ça peut dépendre de quoi? En toute logique, ça dépend du temps. Plus vous laissez le temps s'écouler et plus la sphère de gaz émise par l'explosion va occuper un volume important. En toute logique encore, ça dépend de l'énergie qui était émise dans l'explosion. Forcément, si vous émettez quelque chose de beaucoup plus énergétique, de beaucoup plus puissant, pendant un temps donné, les gaz vont se retrouver sur une sphère beaucoup plus grande. Et puis ça dépend également de la masse volumique de l'air, puisque si les gaz soufflés par l'explosion doivent pousser une atmosphère très dense, ce sera plus compliqué que s'ils doivent pousser une atmosphère peu dense. Et donc ce sera inversement proportionnel à la densité.
Ce qu'a fait Taylor, il a pris ces trois paramètres-là qui pour lui étaient les seuls qui pouvaient influencer le rayon de la sphère de gaz, et il a regardé comment il pouvait les organiser pour que ce soit homogène au niveau des dimensions, c'est-à-dire cohérent au niveau des unités. Et si tu fais l'exercice, tu verras que la seule possibilité, c'est de dire R à la puissance 5 est donné par l'énergie divisée par la masse volumique de l'air, multiplié par le temps écoulé depuis l'explosion élevé au carré. Alors vérifions ça. Il nous faut donc un rayon à la cinquième puissance, donc des mètres à la cinquième puissance. On me parle d'abord d'énergie. Si tu as déjà entendu parler de l'énergie dans tes cours, tu as déjà entendu parler de James Prescott Joule. L'énergie s'exprime en joules pour lui rendre hommage. Alors, il y a plein de formules en physique qui concernent l'énergie. Je pense que la plus simple et la plus connue par tous les élèves, c'est l'énergie cinétique qui dit E égale mv carré sur 2. Donc, ce qu'on a caché dans les joules, ce sont des kilogrammes, fois une vitesse exprimée en mètres par seconde élevée au carré, donc fois des mètres au carré divisé par des secondes au carré, divisé par un facteur 2 qui n'a pas d'unité, donc ce qu'on a caché derrière le joule, ce sont des kilogrammes fois des mètres au carré divisé par des secondes au carré. On doit ensuite diviser par une masse volumique. Alors là, une fois encore, aide-toi de ce que tu entends de la grandeur physique. Masse volumique, c'est comme l'histoire des lunettes solaires, c'est une masse pour un volume. Donc, une masse en physique est exprimé en kilogrammes, divisé par un volume qui en physique est exprimé en mètres cubes. Et puis il nous reste à multiplier par le temps élevé au carré, et là, de toute évidence, ce sont des secondes élevées au carré. On se retrouve avec un gros paquet d'unités qu'on peut réorganiser. On voit ici des kilogrammes multipliés par des mètres au carré, divisé par des secondes au carré, que je dois diviser par une fraction, que je vais remonter en inversant. Donc je vais multiplier les kilogrammes mètres carrés par seconde au carré par l'inverse de ceci, par des mètres cubes par kilogramme, et je multiplie par des secondes au carré. Je vois de suite que les kilogrammes tombent, ainsi que les secondes élevées au carré. Il me reste des mètres à la cinquième puissance. Bravo Taylor. Alors si on évalue l'énergie dégagée par l'essai Trinity, on peut, grâce aux photos qui ont été publiées par l'armée américaine sur lesquelles il y avait une échelle de grandeur et une échelle de temps, on peut estimer le rayon de la sphère de gaz à 130 mètres plus ou moins, après un temps d'explosion de 25 millisecondes. Si on prend la masse volumique de l'air à 1,2 kg par mètre cube, on trouve une énergie dégagée de 7 x 10 exposant 13 joules. Alors pour la comparaison, quand tu prends de la TNT et que tu prends 1 kg de TNT, ça dégage seulement 4 mégajoules. Donc si on fait le rapport entre ces deux grandeurs, qu'on prend cette quantité colossale d'énergie divisée par la quantité d'énergie émise par 1 kg de TNT qui explose, on se retrouve avec une bombe dont l'énergie était l'équivalent de pas moins de 17 000 tonnes de TNT. Énorme. À l'heure actuelle, on admet une valeur de 20 000 tonnes de TNT pour l'équivalent de la bombe Trinity. Alors pour de vrai, Taylor a quand même eu du bol dans son évaluation, parce que quand on fait une analyse dimensionnelle, si quelque part dans la formule se cache une constante physique qui ne possède pas de dimension, on en voit plein dans les formules physiques, c'est justement le fameux 2π qu'on rencontre un peu partout, entre autres. Si il y avait eu 2π ici dans la relation, Taylor aurait eu un calcul erroné d'une valeur 6,28. Ici, son bol quand même, c'était que la constante qui intervient dans cette relation, pour de vrai, elle est très proche de l'unité. Et donc le calcul de Taylor était très proche de la réalité. Bon, j'espère qu'avec cette vidéo, je t'ai convaincu de l'importance énorme des unités en physique et de l'importance de savoir ce qui se cache derrière les grands noms, mais pour ça, c'est pas bien compliqué. Il suffit de se retrouver avec une petite formule fondamentale que tu connais et de l'analyser. Porte-toi bien, bon travail en physique et à bientôt.